Pour terminer, on va accueillir Axel Salmona au violoncelle, Alexis Péan luthier et Didier Thibault, directeur du Zénith de Rouen, pour la présentation de ce projet pédagogique Les secrets de l'orchestre. Bonsoir. Avant tout, on est très honoré d'avoir été appelé pour participer à ces troisième rencontres du vivant et de la terre par la Fédération Biogé. Donc, afin de vous présenter le bois à travers mon métier, j'ai décidé de faire le lien tout simplement entre l'histoire de ce violoncelle et l'humain. Donc, devant nous, on a un violoncelle qui a commencé sa vie au nord de l'Italie, dans les Dolomites, dans la vallée de Fiemme. C'est un épicéa excelsa qui a germé. Nous sommes au début du XVIe siècle. Alors, au même moment, un érable, comme celui-ci, prend racine dans les Carpates, en Roumanie. Et c'est l'alliance de ces géographies, de ce terroir-là, qui vont permettre de développer deux matériaux d'exception, donc l'épicéa, qui va faire la table d'harmonie du violoncelle, et l'érable, qui fera le dos et le reste de l'instrument. Donc l'épicéa va produire un bois léger, résistant. Le déplacement des ondes dans l'épicéa peut atteindre environ 5000 mètres secondes, donc c'est énorme. Sa croissance lente à 1800 mètres d'altitude sur les flancs nord entourés de ses congénères vont lui permettre de pousser droit et de faire des fûts qui vont permettre d'avoir un bois d'une qualité d'exception. Cette qualité, à l'époque, était appelée la qualité de bois pour échelle, parce que les forestiers les élaguaient afin qu'il y ait le moins possible de défauts, pour avoir un bois élastique. Et pour les plus beaux d'entre eux, ils vont finir magnifiquement dans un bois de résonance qui est donc l'épicéa qu'on voit ici. Donc ces forestiers vont alimenter les plus grands luthiers d'Europe à l'époque, tels Stradivarius, Guarnerius, Lupo. Donc l'érable sycomore qu'on voit ici, lui a suivi à peu près la même histoire. C'est un bois mi-dur qu'on va utiliser car il est élastique et très stable. On peut voir également que la nature l'a doté de reflets qu'on appelle les ondes. On voit ici que ça lui offre une esthétique très particulière. Et disons que ce bois ira directement dans les ateliers de luthier. Mais donc ces deux espèces, l'épicéa, l'érable, on va les laisser pousser pendant 150, 200 ans avant d'aller les prélever. Donc nous voici arrivés début XVIIIe siècle. Nos deux arbres, épicéa et érable, ont grandi magnifiquement. Ils ont été traités avec un grand respect par les forestiers qui sont allés les prélever. Ils ont certainement été prélevés en hiver, au moment de l'arrêt, le repos végétatif. Également, peut-être même une nuit sans lune. Ils vont ensuite être fendus dans le sens du fil pour respecter la qualité de la structure du bois. Et ces planches parfaites seront traitées en différentes longueurs. Pour le violoncelle ici, ça peut être plus petit pour le violon. On voit que ici on a une pièce pour faire un violoncelle, donc le dos de cet instrument est fait en érable. On est sur un débit sur quartier. Donc le débit sur quartier, il faut vous imaginer ici qu'il y a un tronc d'arbre qui s'expose ici, et on vient en prélever une tranche. Donc ici plus petite, par exemple, qui nous permet de faire un violoncelle. Donc il va être fendu, puis après séparé en deux, pour gagner un maximum de place et préserver ainsi la matière. Mais parfois, on va pouvoir utiliser une seule pièce comme ici. Donc on s'imagine que là, c'est environ la moitié de l'arbre. Il faut le multiplier par 2 pour obtenir le tronc qu'il faut pour prélever ce bois. Donc après 10 à 20 ans de séchage, nous voici arrivés aux alentours de 1720.
Donc un jeune luthier né à Paris. Ce jeune garçon s'appelle Jean-Baptiste Salomon et il est élevé en entendant les musiques baroques de l'époque, Bach, Corelli ou autres. Et il va se destiner au métier de luthier et s'installer à l'âge de 25 ans à Paris, en plein centre de Paris. L'adresse exacte, c'est rue de l'Arbre Sec. Voilà, ça ne s'invente pas. D'ailleurs, à ce sujet-là, il faut savoir qu'ici, à Rouen, on a le musée Le Sec de Tournelle qui a une enseigne sur laquelle il y a un arbre sans feuilles. Et cette plaque, c'était la plaque d'un drapier qui était dans cette rue. Et cette plaque se trouve ici à Rouen, juste derrière le musée des Beaux-Arts. Le Sec des Tournelles. Voilà. Donc certaines fournitures qui seront choisies par Salomon seront un peu plus chères que d'autres, puisqu'il aura besoin d'un bois extrêmement sec, un bois qui est à 15% d'hygrométrie et qui a grandi sur un sol riche en silice qui lui permet d'être des planches parfaites qui sont des vraies cloches. Hein. Le bois, naturellement, avant même d'être travaillé, c'est déjà un bois qui résonne. Donc ça y est, le jeune luthier est équipé de sa matière première. Il va pouvoir commencer à travailler l'épicéa pour la table d'harmonie, donc qui est ici en épicéa. Hein, c'est ce qui constitue le devant du violoncelle. Il est taillé dans la masse pour obtenir une membrane de 2,5 à 6 mm d'épaisseur environ. Pour l'érable, il sera destiné à faire le dos de l'instrument. Donc on peut voir ici un dos qui a ses ondes magnifiques. Et il va faire également les éclisses, la couronne d'éclisses, donc le côté de l'instrument. Pour ce qui est du manche, à l'époque, à Paris, c'était réservé aux sculpteurs. Les luthiers ne fabriquaient pas les manches. C'était une profession de sculpteur qui pouvait... cette corporation avait le droit seulement, elle, de tailler les manches d'instruments de musique. Donc voilà, maintenant le violoncelle étant achevé, il est fini en ce qu'on appelle en blanc, un peu comme le violoncelle que vous avez posé là-bas. Il n'y a pas du tout de vernis. Donc notre cher Salomon devra réaliser un vernis à base de résine soluble dans l'alcool, contrairement à ce que faisaient les maîtres italiens de la même époque. Mais sachant qu'il vivait à Paris, il a dû s'adapter et utiliser des résines qui séchaient rapidement dans l'alcool. Alors à partir de là, le violoncelle terminé, il va rencontrer différents musiciens, différents artistes, et il va devoir évoluer. En fait, Jean-Baptiste Salomon aura mis sur cet instrument des cordes boyaux, puisqu'à l'époque, les boyaux de mouton permettaient de fabriquer les cordes de l'instrument. Mais avec l'évolution de l'architecture, l'évolution des compositions, les compositeurs ont souhaité avoir des musiques plus puissantes dans des salles plus grandes. Donc les luthiers ont dû travailler sur l'instrument, ils ont dû s'adapter et en même temps les fabricants de cordes ont fait évoluer la technique et ont entouré ces cordes de métal. Alors en entourant ces cordes de métal, on a pu jouer des musiques plus performantes, notamment les fameux caprices de Paganini et autres. Il a fallu également changer le manche de l'instrument pour l'agrandir, pour permettre aux musiciens de jouer avec plus de vélocité, de pouvoir monter plus haut dans les aigus. Et l'instrument est devenu soliste à ce moment-là. C'est l'apparition, par exemple, du concerto, où l'instrument doit passer au-delà de l'orchestre. Les salles sont beaucoup plus grandes et donc les luthiers vont mettre plus d'angles par rapport aux manches, par rapport au coffre avec l'inclinaison du manche. Et donc l'instrument va devenir très puissant. À ce même moment, en France, on a un artisan d'exception qui s'appelle François-Xavier Tourte, qui lui va créer l'archet moderne, celui qu'on a ici. Avant, l'archet, depuis le Xe siècle, était en forme d'arc,
Et cet artisan de génie, hein, le Stradivarius de l'archer, a décidé de faire un cambre sur l'archer, d'aller chercher une essence toute particulière qu'on appelle le Pernambouc, donc qui est un bois qui pousse dans le nord-est du Brésil et qui lui permet une grande élasticité à l'archer et une expressivité pour le musicien. Alors, il faut savoir qu'en très peu de temps après, un autre allié exotique arrive, c'est l'ébène qu'on voit sur la touche ici, donc qui est un bois extrêmement dur, qui va permettre donc d'avoir un manche plus résistant et également une usure plus limitée à l'action des cordes sur la touche. Donc, toutes ces modifications ont été faites courant 19e. Et puis, l'instrument a connu d'autres musiciens. Et donc, aujourd'hui, je vais faire un tout petit point très rapide sur ces différents bois. Aujourd'hui, on parlait de l'épicéa. L'épicéa, c'est un bois qui nous paraît tout bête, on entend souvent parler, hein, c'est le sapin de Noël. Sauf que ces bois-là sont en danger, puisqu'ils sont attaqués actuellement par ce qu'on appelle le scolite, donc un petit insecte qui s'attaque à l'épicéa, qui est un ravageur, qui détruit toutes les forêts d'épicéa actuellement. On a également l'érable, l'ébène, qui sont utilisés de manière beaucoup trop massive, qui sont exportés énormément. Et on a, pour finir, le Pernambouc, donc qui est un bois indispensable à la fabrication des archers du quatuor et qui, depuis 2007, est extrêmement protégé, puisqu'il était en danger en perdant sa surface d'exploitation, hein, tout simplement à cause de l'exploitation forestière excessive. Donc, on arrive fin 19e et maintenant début 20e siècle, un siècle plutôt rock'n'roll. Et donc, la naissance d'Axel Salmona, notre jeune violoncelliste, qui va commencer le violoncelle à 5 ans, qui a fait le conservatoire régional supérieur de Paris, conservatoire supérieur de Lyon également, et puis qui a dû s'équiper un jour et arrivé à une taille adulte, a rencontré ce jeune violoncelle de 300 ans, donc de Jean-Baptiste Salomon. En même temps à peu près, moi je suis arrivé en ce monde aussi. J'ai appris la lutherie à l'École nationale de lutherie, puis après au sein de l'atelier Vatelot-Rampal pendant 6 ans à Paris. Et puis en ouvrant mon atelier en 2006, peu de temps après, Axel est venu me voir. On a discuté autour de ce violoncelle qui était un peu malade, qui avait besoin de soins. Et après une restauration complète, aujourd'hui, Axel va pouvoir vous interpréter une petite suite de Bach peut-être, qui va permettre de revenir à ses origines, aux origines de cet instrument. J'ajoute en fait pour l'histoire, puisqu'on parle de l'histoire de l'instrument, on parle de mon histoire finalement aussi. Finalement, j'ai acheté cet instrument à la fin de mes études à un monsieur qui était violoncelle soliste de l'Opéra de Rouen, de l'Opéra de Paris. Et en fait, il se trouve que mon deuxième prénom est Salomon. Donc, Salomon, sur un violoncelle de Salomon, je m'appelle Axel Salmona. Voilà, je me suis dit, c'est impossible de ne pas acheter ce violoncelle. Et puis, donc, il me suit depuis maintenant, alors j'ose plus dire le chiffre parce que ça commence à faire long, plus d'une 30aine d'années. Voilà. Donc, je vais vous interpréter le premier mouvement de la première suite pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach.
Voilà pour cette suite de Bach. Donc du coup, maintenant, il faut continuer l'histoire, en fait, et puis il faut trouver un lien avec la personne qui est assise ici. Et je crois qu'en fait, le lien a été un peu annoncé par Alexis tout à l'heure, quand il a dit, en fait, que finalement, je suis pas né, enfin, on n'est pas né à l'époque baroque, donc avec Jean-Sébastien Bach, ça c'est notre héritage, c'est ce qu'on connaît tous, ça coule dans nos veines. On est né à l'époque du rock'n'roll ou juste après, pour nous. Et puis donc l'envie de aussi pouvoir jouer cette musique-là, en fait, de pouvoir participer dans ce qu'on appelle aujourd'hui les musiques actuelles, le jazz, voilà. Et donc il y a eu à un moment donné une envie en fait de pas jouer que de la musique classique et puis de pouvoir explorer les autres styles, d'inclure le violoncelle, donc un instrument classique, dans les autres types de musique. Et puis Alexis était aussi passionné de rock and roll, de jazz, enfin donc de toutes les autres musiques. Et on a réfléchi ensemble à un moyen donc de pouvoir utiliser les instruments classiques, donc le violoncelle par exemple, dans ces autres musiques. Et c'est comme ça qu'on en est venu à fabriquer un violoncelle électrique, donc qui puisse être amplifié. Donc on a réfléchi à ce qu'il fallait faire. Alors, je vais vous le montrer rapidement. Hop là. Voilà, donc vous avez vu, il ressemble un petit peu au mien par la forme, mais pas totalement au mien. Il est un peu plus fin, il y a des boutons sur le côté, et en plus, il y a une peinture sur le devant. Voilà. Donc tout ça, ça a été le travail qu'on a fait. On s'est demandé comment faire pour amplifier un violoncelle. Donc on l'a réduit pour que ça soit plus facile à amplifier. C'est-à-dire toutes les problématiques de l'arsène quand on amplifie. Voilà, je passe les détails techniques. Mais donc le fait que le violoncelle soit coupé en deux, c'est plus fin, c'est plus facile à amplifier. On a ajouté une électronique à l'intérieur. Et puis on a fait un dessin dessus. Alors ça, c'était pour imiter les guitaristes qui avaient des super guitares avec plein de dessins. Donc on a eu cette idée-là. Et puis voilà, on a demandé à un ami à nous qui s'appelle Pascal Eranval de faire un dessin au feutre sur le violoncelle. Voilà, donc tous les violoncelles électriques, donc après de la série, ont été décorés. Il y en a eu un autre avec un cygne par-dessus. Voilà, on a eu plein de projets de violoncelles décorés. Et donc après, ce violoncelle, il a fallu lui trouver une utilisation. Et donc c'est là où j'en viens à ce qui nous intéresse maintenant. Voilà, donc l'idée, ça a été de se servir du violoncelle dans d'autres types de musique. C'est ce que vous allez entendre ici. Donc c'est le projet Les Clés de l'orchestre. Alors le projet des clés de l'orchestre, l'idée, c'était d'accompagner des élèves, d'écrire des chansons, d'accompagner des élèves, et donc de les accompagner pas avec un orchestre rock, mais avec un violoncelle, qu'on jouerait de manière un tout petit peu différente, donc faire évoluer la technique du violoncelle, et de faire chanter les enfants et 2 chanteurs solistes sur des chansons qu'on a écrites. Donc voilà le lien avec le violoncelle. Et donc c'est un projet en fait qui touche à plein de domaines différents quand on y pense. Et Didier va vous nous expliquer la genèse de ce projet et qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors juste pour situer, Didier, en fait, on s'est rencontrés un peu par hasard dans des vœux de première année des bouchons, d'une association qui s'appelle Bouchon 76, qui est de la collecte de bouchons en fait. Donc là encore un projet en fait environnemental. Et on a discuté. Didier avait une envie avec le Zénith d'un projet culturel, d'une culture qui s'adresse à tous en fait, qui soit ouverte à tous, surtout aux jeunes. Donc de faire participer les jeunes à la culture, donc de mélanger plein d'acteurs de la culture, en fait, des profs de musique, des musiciens, des élèves, des luthiers. Voilà, et c'est comme ça qu'est né finalement ce projet, Les Clés de l'orchestre, que Didier va vous présenter pendant que les musiciens, donc la chorale, les 2 musiciens solistes vont nous rejoindre sur scène. Donc Didier, je te fais la transition. Bonsoir. Donc je suis le directeur du Zénith de la métropole Rouen-Normandie, et c'est vrai qu'en rencontrant Axel, c'est le fruit d'une réflexion. C'est en fait l'histoire que vous a raconté Alexis, et ce que vous a raconté Axel et ce que vous a joué Axel, c'est ce que je voulais apporter au Zénith, non pas pour un public qui vient régulièrement chez nous, mais plutôt qui va s'adresser aux enfants, aux primaires, des primaires écoles de CM1, CM2 et également collège. Pour nous, c'est important au Zénith de pouvoir transmettre une certaine forme musicale et surtout une esthétique qui est la musique classique, qui est très peu représentée chez nous parce qu'elle peut l'être à l'opéra ou autre dans d'autres établissements. Le nôtre, Zénith, un petit peu moins, c'est plutôt musique actuelle. Et on n'a malheureusement pas suffisamment de spectacles réservés au tout jeune public. Et pour nous, c'est
très important parce que je pense que c'est aussi un projet éducatif d'inclure la musique classique, pardon, qui est un des piliers pour nous, un fondement de la musique et ce qui va arriver après dans les musiques actuelles, et de pouvoir le transmettre aux jeunes. C'est aussi une forme de s'intégrer dans le droit à la culture. C'est important aujourd'hui pour tous les enfants, et c'est vrai qu'en discutant avec Axel, avec Cédric et pour le projet avec les enfants, c'était important pour nous d'essayer de mettre en place tous ces sujets-là, c'est-à-dire ce sont des ateliers tous les mois qui sont faits au Zénith. On accueille 200 à 300 enfants tous les mois pour une restitution au mois de juin où on va accueillir 4000 enfants d'un coup, un matin, comme ça, pour écouter un symphonique qui va jouer piccolo et saxo, qui donnera un peu les clés et ce qui permettra aux enfants d'essayer de décrypter la musique classique, en espérant que ça suscite des vocations peut-être musiciens, musiciennes, mais aussi peut-être lutherie, parce que durant ces ateliers, les enfants vont pouvoir aussi toucher des instruments. On va faire venir l'association L'Espace Musical, qui va prêter beaucoup d'instruments avec du bois notamment. C'est des bois qui sont fabriqués aussi en Normandie, et ça, pour nous, c'est important. Ce qui permet d'allier beaucoup de choses, un aspect pédagogique, un aspect ludique, un aspect artistique et culturel. Voilà. C'est aussi une des missions du Zénith. On est un petit peu militant dans notre équipe et on veut aujourd'hui, dans une période difficile comme celle que l'on traverse aujourd'hui, de pouvoir inculquer aux enfants, ceux qui n'ont pas forcément la chance tous les jours d'avoir accès à cette musique, de pouvoir entrer dans un bâtiment comme le nôtre et de pouvoir, avec plaisir peut-être, écouter ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure. Voilà. Bonsoir à tous, je vais être très court parce que ça a déjà été très long je pense. J'ai la chance d'être un des chanteurs du projet et également un des compositeurs du projet. Donc on va vous présenter les 2 morceaux qui ont été écrits pour les enfants pour ce projet. Le premier morceau, c'est celui que j'ai composé, c'est les aléas de la programmation du jour qui font qu'on commence par le mien. Il s'avère qu'avec Cédric, l'autre compositeur, on a fait exprès de ne pas se concerter et que les thèmes qu'on a retenus sont tout à fait similaires puisque ce sont des thèmes sur l'environnement, sur la planète, sur l'écologie. Ma chanson s'intitule « Panette la planète » et la sienne c'est « J'ai mal à ma planète ». Donc vous voyez, on était quand même sur des thématiques proches. On va vous présenter la mienne, entre guillemets. Je voudrais juste vous faire cette petite précision. Elle est prévue pour être un dialogue avec les 4000 enfants. Or là, on va faire un duo et on va faire la réponse des enfants, mais imaginez que ce refrain, c'est 4000 enfants qui nous le répondent. Et puis dans un deuxième temps, il y aura des invités surprises pour le morceau de Cédric, et le tout accompagné au violoncelle électrique qu'on vous a présenté il y a quelques secondes. Et on n'a pas fait de balance, donc on espère que ça va aller. Acoustique, c'est sûr que ça marche tout de suite. Voilà, sauf que le violoncelle a un problème. Électrique, on ne sait jamais, donc je vais voir si ça marche, on va voir ensemble. Bon. C'est bon ? Voilà. Parfait. Et moi ? On va y arriver. Est-ce que moi, oui. Madame Margot Messler au chant avec moi. Sous vos applaudissements. Guillaume Duval. Alors là, vous venez d'entendre de la triche. C'est un violoncelle électrique, donc il y a des pédaliers, donc il y a des choses qui sont déjà enregistrées pour qu'on puisse rejouer par-dessus. Mais on joue en vrai, vous inquiétez pas. Quand j'avais ton âge, on voyait dehors des tas de papillons multicolores. Des moucherons dansant dans la lueur des phares, des abeilles butinant matin et soir. Où sont-ils tous passés? Est-ce qu'on a tout cassé? Elle est pas nette, la planète. C'est vraiment pas la fête. On veut des fleurs, des champs, des pâquerettes, des arbres pour faire de l'ombre au-dessus de nos têtes. Pour le futur, la nature, on part à l'aventure. On veut trouver encore de l'air pur, ne pas trop faire monter la température.
tort à mon âge, verras-tu encore les mêmes animaux dans ton décor? Les mêmes espèces, aujourd'hui tu vois, si elles disparaissent, tu te diras, Où sont-ils tous passés? Est-ce qu'on a tout cassé? Elle est pas nette, la planète, c'est vraiment pas la fête. On veut des fleurs, des champs, des pâquerettes, des arbres pour faire de l'ombre au-dessus de nos têtes. Pour le futur, la nature, on part à l'aventure. On veut trouver encore de l'air pur, ne pas trop faire monter la température. Elle est pas nette, la planète, c'est vraiment pas la fête. On veut des fleurs, des champs, des pâquerettes, des arbres pour faire de l'ombre au-dessus de nos têtes. Merci beaucoup. Profitez d'avoir les mains prêtes les unes des autres pour applaudir les enfants qui arrivent. C'est vraiment un très grand honneur pour nous et on remercie encore Didier grandement pour avoir pour nous permettre cette opportunité de pouvoir accompagner des enfants. Alors quelques enfants, 4000 enfants, un enfant, peu importe, mais d'être au service de la jeunesse, de transmettre, de faire avec. C'est vraiment c'est génial pour nous. On est très très content de pouvoir le faire. On vous remercie pour votre écoute et puis à très bientôt. Merci. Merci. Alors, le monsieur que vous voyez devant, c'est le Père Noël. Non, comment? Mais bien sûr qu'il y a une date. Ça sera. Alors, là, il y a des dates, donc il y a des concerts et donc des ateliers tous les mois au Zénith. Donc, une fois par mois, on rencontre des classes par 200, 300 au Zénith. Donc, le temps de travail est divisé en deux parties. Ils écoutent un concert, donc généralement de la musique classique, alors des instruments de l'orchestre, des cuivres, des bois, donc des cordes, bien sûr. Et puis en parallèle, ils travaillent avec nous les chansons, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement auditeurs, ils sont aussi actifs. Et donc la première activité en fait, qu'on peut faire dans la musique, c'est de chanter. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait toute sa vie, parce que même quand on joue d'un instrument, on chante dans notre tête. C'est quelque chose on ne peut pas jouer d'un instrument sans chanter. Donc voilà, donc toute l'année on fait ça. Et donc le dernier concert, c'est le 19 juin, le matin, donc c'est un jeudi matin, entre 10h et midi, au Zénith de Rouen. Et donc le programme, donc ça sera les deux chansons que vous allez avoir entendues, donc qui seront chantées par un orchestre, accompagnées par un orchestre symphonique et les 4000 enfants qui vont avoir appris les chansons, parce qu'on a envoyé le matériel pédagogique à toutes les classes qui sont déjà inscrites, bien sûr, pour qu'elles puissent apprendre les chansons. Et en deuxième partie, ils écouteront une œuvre justement qui présente tous les instruments de l'orchestre, qui s'appelle Piccolo, Saxo et compagnie. Voilà, donc c'est un immense bonheur pour nous. Je vous présente Cédric Lemire, qui est le monsieur qui est juste devant, qui est le professeur du Collège Bois-de-Lieu, qui est un très grand musicien, qui joue plein de styles différents, du jazz, de la musique classique, donc qui a fait travailler, c'est les enfants de sa classe en fait. Donc c'est le Collège Bois-de-Lieu, sur les Hauts de Rouen. Donc merci mille fois à vous d'être là. On est très très content de pouvoir jouer avec vous, extrêmement fiers et tout. Voilà, donc le morceau s'appelle « J'ai mal à ma planète ». Je ne me trompe pas entre les deux, c'est ça, voilà, pas du tout. Et on y va, alors c'est parti. Alors je remercie à nouveau les enfants de s'être déplacés aujourd'hui un dimanche sous la pluie et la tempête. Et je remercie également les parents de s'être investis et d'avoir emmené les enfants pour ce moment unique. Bien évidemment, ils sont plus nombreux que ça, mais nous sommes dimanche. Et donc, les parents ils peuvent venir devant s'ils le souhaitent. Donc on ne s'est pas échauffé. Vraiment, pour eux, ça va être difficile, mais ils vont donner ce qu'ils peuvent. Je prends 2 micros comme ça.
Je suis fatiguée, essoufflée. Les jours se suivent et rien ne change. Les hommes s'unissent pour me soigner, mais ils se perdent dans leurs échanges. Ma peau brûlante a séché, oblige des peuples à fuir leur terre. Ils se retrouvent sans eau, sans papier, à la recherche d'une nouvelle mer. J'ai mal à ma planète, elle crie, elle pleure, elle est inquiète. Cessons de la prendre pour une déchette, elle va finir par devenir muette. Parfois mes larmes véhémentes inondent, je fonds et mes armes ça me nuise. Souvent je brûle d'impatience dans ce monde, je me sens incomprise, ça m'épuise. Sans cesse des espèces disparaissent et d'autres migrent vers le nord. Mon corps se déplace d'ouest en est, mais les boussoles égarées l'ignorent. J'ai mal à ma planète, elle crie, elle pleure, elle est inquiète. Cessons de la prendre pour une déchette, elle va finir par devenir muette. Une lueur d'espoir semble naître dans le regard des enfants. Je t'appelle Pour garder notre monde vivant. respirons ensemble profondément, écoutons le cœur de la jeunesse, buvons à la santé des continents, caressons l'eau et les reliefs. J'ai mal à ma planète, elle crie, elle pleure, elle est inquiète. Cessons de la prendre pour une déchette, elle va finir par devenir muette. J'ai mal à ma planète, elle crie, elle pleure, elle est inquiète. Cessons de la prendre pour une déchette, elle va finir par devenir muette. Le micro fonctionne, oui. Je vais essayer de ne pas oublier leur prénom, ça serait malvenu de ma part. Alors, vous avez Marina, vous avez Amina, vous avez Imran, William, Romaric, Morgane, Anan, Wissal, Khaled, Adam et Saïd.
Bon, il n'y a pas grand-chose à dire après la musique, juste vous souhaiter bon retour et vous remercier encore d'être venus et de remercier tous les intervenants et en particulier tous ceux qui nous ont permis de bénéficier d'un peu de musique et de bois finalement et de forêt. Merci, merci à tous et merci à vous.